Tu veux me glisser un mot de la France? Est-ce que 2 ans d'avance, on est déjà à se positionner pour des présidentielles? Sachant que de toute façon, M. Macron, lui, c'est terminé. Là, il faut chercher de nouveaux visages. Ce qui est formidable en France, d'abord, il faisait un temps divin hier, 25, 20 degrés, soleil, pas un nuage, et des manifestations, d'importantes manifestations. D'abord, le Rassemblement national de Marine Le Pen qui voulait répondre à ce qu'elle a appris la semaine dernière. Donc, elle est à partir de maintenant inéligible, même si elle va en appel de cette condamnation dont elle est la cible. Mais elle voulait justement mobiliser ses troupes, dire qu'ils allaient résister au gouvernement des juges. Une des choses qui ont été dites, c'est aussi le lancement officiel d'une campagne où théoriquement elle ne pourra pas participer. Ses adversaires d'extrême gauche se sont mobilisés pour mettre en garde les Français contre l'extrême droite. Donc, ils ont pris prétexte de la manifestation des gens de Marine Le Pen pour en organiser une. Puis entre les deux, il y avait l'ancien premier ministre Gabriel Attal qui, depuis très longtemps, avait prévu réunir ses troupes. Mais nulle part, il y avait foule. Disons les choses comme ça. 7000 personnes pour Marine Le Pen, quelques milliers pour les Insoumis. Mais ce que ça annonce, c'est le début d'une campagne électorale pour les présidentielles. 2 ans avant le rendez-vous. Ça commence à ressembler à un calendrier présidentiel américain. Si c'est aussi passionnant que ce l'était hier, moi, je suis prêt déjà à remettre mon tablier de commentateur parce que ça va être long en tabarnouche. Mais ce qui est le plus surréaliste, c'est que tous ces politiques réunis devant leur public n'ont pas dit un mot de ce qui se passait dans le monde réel. C'est-à-dire que l'économie, les marchés qui dévissent, la guerre commerciale, toutes ces choses, c'était éludé. On était pour les forces du rassemblement sur l'indignité qui leur est faite puisqu'on applique la loi. Ils ont été jugés coupables. De l'autre côté, c'est l'extrême gauche qui n'a aucun autre programme que de dire « Attention, l'extrême droite nous menace ». Puis entre les deux, tu as un ancien premier ministre qui dit « Attention, l'extrême droite et l'extrême gauche combinés, c'est-à-dire en France maintenant, 50% des électeurs sont infréquentables. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc, essentiellement, le socle de gouvernement a déjà accepté que ce serait une campagne pour 50% des Français, c'est-à-dire ceux qui méritent d'être représentés, ceux qui sont ni rassemblement, ni insoumis, et qui représentent plus ou moins, si tu regardes les sondages, 50 ou moins % de la population. C'est, disons-le, un peu débile, navrant, et à travers ça, ben, tu sais, t'as un ancien économiste du Fonds monétaire international, je t'en ai beaucoup parlé, mais qui dit les chances qu'on vienne intervenir directement dans les cahiers comptables de la France sont très, très grandes parce que c'est une puissance qui n'en est plus une et dont les finances publiques sont tellement carencées que le FMI va probablement s'en mêler, les mettre sous tutelle. Et à côté de ça, tu as des politiques qui font le party, mais ils ne parlent pas de ces choses-là. Stéphane, merci. Ce monde, il a déjà existé, nous étions plus heureux. Regardez, on est en 1975, il y avait 800 000 chômeurs, 3,5% de la population, c'était la fin des 30 glorieuses. C'était les chocs pétroliers, donc il y avait de l'inflation, c'était une situation économique qui n'était pas évidente. Et je vous assure que la vie en 1975 en France était bien plus douce. Il y avait beaucoup moins d'anxiolytiques, beaucoup moins de dépressifs, beaucoup moins de détresse psychologique. Tout le monde avait globalement un boulot, il n'y avait pas de RSA, il y avait beaucoup moins d'impôts, le RMI n'existait pas encore, ni la CSG, ni la CRDS, ni tout plein d'impôts qu'on nous a inventés entre-temps. Bref, c'était un âge d'or et Donald Trump l'a très bien connu. Et quand il vous parle d'âge d'or, il vous parle de cette période. Mais dans cette période-là, évidemment, il y avait des régulations, il y avait des barrières, et le capitalisme ne faisait pas exactement ce qu'il voulait, même si il y avait évidemment la propriété privée et les richesses étaient partagées à travers le travail et les salaires. Parce qu'on avait des usines qui produisaient. Donc Trump n'est pas fou et sa politique est évidemment très cohérente. Les mondialistes qui sont les grands gagnants évidemment des 30 dernières années sont fous furieux et vous les entendez à longueur de journée sur vos chaînes télé et ils insultent Trump en permanence en disant il est fou, il va ruiner le monde entier, etc. Non, il va ruiner les mondialistes. Et les mondialistes sont riches uniquement parce que vous êtes pauvres. Je reprends, les mondialistes sont riches uniquement parce qu'ils se sont enrichis sur votre dos et sur votre pauvreté. Le problème, ce n'est pas les riches.
Le problème, ce sont les mondialistes et les globalistes qui ont détruit des nations entières, à commencer par évidemment la nation américaine. Et c'est à ce moment-là que je convoque à la barre J.D. Vance avec son bouquin Hillbilly Elegy dont je vous avais déjà parlé, d'accord ? Dans ce récit à la fois personnel et politique, J.D. Vance raconte son enfance chaotique dans les Appalaches, cette immense région des États-Unis qui a vu l'industrie du charbon et de la métallurgie péricliter. Elle n'a pas périclité, elle a été détruite. Il décrit avec humanité et bienveillance la rude vie de ces petits blancs du Midwest que l'on dit xénophobes et qui ont voté pour Donald Trump. J.D. Vance, comment peut-on ne pas manger à sa faim dans le pays le plus riche du monde? Comment l'Amérique démocrate ouvrière et digne est-elle devenue républicaine, pauvre et pleine de rancune? J.D. Vance, il a connu le pire de ces 50 dernières années. Les valeurs de la mondialisation pour les conséquences, eh ben évidemment, elles plongent en bourse, c'est une grande rotation des actifs et c'est bien fait. Elles sont faciles à identifier, c'est celles qui produisent là-bas à pas cher, qui revendent ici à très cher et qui planquent leurs bénéfices dans des endroits où ils ne sont pas taxés, le tout en rapinant, en volant l'ensemble des populations de là-bas, d'ici et d'ailleurs. Complètement, tiens l'exemple de Nike, 450 000 ouvriers Nike payés $150 au Vietnam, c'est beau la mondialisation, ils travaillent 70 heures par semaine, ils sont payés $150, 3 bols de riz, c'est bien quand même la mondialisation, hein, c'est chouette, ça c'est beau, c'est les valeurs de la République, voyez-vous. Bon, hein. Donc c'est ça qu'on est en train de défendre, et c'est ça que les gens ils sont en train de défendre à la télé. C'est le fait d'acheter des godasses à 700 € qui portent un logo Nike et qui sont produites à $10 par des pauvres gus qu'on paye $150 et qui n'ont pas de protection sociale et pas de protection environnementale. Et c'est ça qui est bien. C'est ça. Ah mais triez vos poubelles, jeunes gens, triez vos poubelles. C'est hyper important. Vous allez sauver la planète. Bon, si vous comprenez pas, que vous faites couillonner, je sais pas comment faut vous le dire. Et donc, c'est bien la lutte à mort entre souverainistes, les amis, et mondialistes. Et la mondialisation, ça a été un processus de ces 40 dernières années. Ouais, globalement, allez, 1980-2025, et plus précisément 1995-2025. Si J, la mondialisation, 1995-2025, oh, et je ne verserai pas une seule larme sur l'enterrement de la globalisation. C'est bien fait. Ils ont d'immenses sociétés du style Apple, Microsoft, etc. Et toutes ces sociétés ont une caractéristique commune, elles ne payent aucun impôt. Et comment elles réussissent à ne pas payer d'impôt? Prenez l'exemple d'Apple, ils se font faire des téléphones en Chine à 100 € le téléphone, et ils le vendent aux États-Unis à 1000. Mais ils ne le vendent pas aux États-Unis, parce que s'ils le vendaient aux États-Unis, il ferait un profit de 900 sur le coup, donc il y en aurait 30% qui irait à l'État, qui gagnerait 270 €, il n'aurait pas de problème fiscal, l'État. Non, ils le vendent à l'Irlande, où l'impôt sur les sociétés est à 2%, ils l'achètent à 100, puis ensuite l'Irlande la revend à 900 aux États-Unis. Et donc, le fisc américain ne voit pas un rond. Donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces tarifs, c'est en fait une augmentation des impôts sur les grandes multinationales américaines qui jouaient des systèmes comptables mondiaux pour ne pas payer d'impôts. Maintenant, s'ils exportent d'Irlande vers les États-Unis les téléphones, ils vont payer 25 ou 30% de tarifs. De toute façon, c'est bien fait pour leur gueule. Trump l'a surnommé le jour de la libération, et ce n'est pas une blague, c'est le début de la fin pour le nouvel ordre mondial. Pendant que l'Europe s'effondre sous le poids de la dette, pendant que la France s'étrangle avec l'inflation, pendant que vos salaires fondent et que vos factures explosent, les États-Unis viennent de frapper un coup que personne n'avait vu venir. Trump vient d'instaurer des tarifs douaniers réciproques massivement. Et le monde entier tremble. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Trump vient de dire « assez, c'est assez ». Fini les multinationales qui délocalisent pour vous revendre plus cher leurs produits made in Bangladesh. Fini les pays qui inondent le marché américain tout en protégeant le leur. Fini la mondialisation à sens unique. Les États-Unis vont taxer les produits étrangers au même niveau que ces pays taxent les produits américains. Et là, c'est tout le système mondial qui s'effondre.
La Chine hurle, l'Union européenne panique, le FMI, la Banque mondiale, Davos sont en état d'alerte. Pourquoi? Parce que ce modèle économique était leur arme. Détruire les souverainetés nationales, imposer la dépendance contrôlée par la dette, et Trump vient de briser ce jouet. Et ce n'est pas fini, parce que derrière cette décision économique, il y a une vision géopolitique très claire. Trump veut un pays libre, indépendant, souverain, sans aucune laisse autour du cou. Et maintenant, il annonce la suite, la suppression de l'impôt sur le revenu. Oui, vous avez bien entendu, fini de taxer vos salaires, vos heures sup, vos efforts. Trump veut revenir à l'idéal des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Un État financé par les échanges commerciaux, pas par le pillage fiscal du peuple. Les géants de la mondialisation paieront à votre place. Les conglomérats offshore, les GAFAM délocalisés, les importateurs d'Asie ou d'Europe. C'est eux qui vont finir par casquer. Et pendant que vous respirez enfin, eux, ils vont finir par s'étouffer. Mais pour réussir cette révolution, Trump sait qu'il doit frapper encore plus haut, alors il vise la Fed, la Réserve fédérale. Oui, je vous en ai déjà parlé. Cette entité privée contrôlée par des banques jamais élues qui fabriquent la dette, la monnaie et la misère depuis plus d'un siècle. Eh bien, Trump vient de la défier. Il veut une monnaie nationale, publique, contrôlée par l'État, pas par des dynasties financières. Vous comprenez maintenant pourquoi les médias, les lobbies, l'Union européenne et les valets de l'OTAN le détestent. Ce n'est pas Trump qui est une menace pour la démocratie, c'est Trump qui est une menace pour leur dictature. Le jour de la libération a commencé. La vraie question maintenant, c'est qui va suivre? La France va-t-elle continuer à obéir à Bruxelles et à enrichir BlackRock, à soumettre le pays à une dette fictive, ou osera-t-elle reprendre son destin en main? Allez-vous continuer à subir ou exiger une vraie souveraineté économique et politique? Commentez si vous pensez que la France devrait faire comme Trump. Partagez cette vidéo si vous en avez marre de payer pendant que les autres encaissent, et surtout, ouvrez les yeux, le monde d'avant est en train de tomber. Alors, avant de répéter ce que les médias vous crieront dans l'oreille pour essayer de défendre leurs intérêts, ce que les politiciens ou autres vous raconteront sans même comprendre le fond du problème, venez plutôt sur Babel TV écouter certaines vérités. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Aux quatre coins de l'Allemagne, les parkings sont pleins et voici comment terminent des milliers de voitures diesel. Pour ce dépanneur, les journées se suivent et se ressemblent. Ce matin-là, il a été appelé par une concession qui veut se débarrasser de 3 véhicules. Je récupère des voitures tous les jours, du lundi au vendredi. On a trop de travail, on n'arrive pas à tout prendre. Dans cette case de Hambourg, ce sont parfois 20 voitures qui arrivent en une seule journée. Que des diesels ou presque, la grande majorité en très bon état. Si le moteur était cassé ou la carrosserie abîmée, je comprendrais. Mais cette voiture n'a rien à faire dans une casse auto. Les mots me manquent. Lui est venu se débarrasser de sa Golf, modèle 2006. Il est trop tôt pour la mettre à la casse. Oui, c'est vrai, je crois que je pourrais rouler 4 ans avec. C'est une bonne voiture, elle ne m'a jamais planté, mais je dois me décider maintenant, parce que sur le marché de l'occasion, elle ne part pas à cause de toute cette polémique. Entre la triche sur les émissions, les menaces d'interdiction de circuler, le diesel n'a plus bonne presse et les automobilistes se sentent floués. J'ai acheté une voiture que l'État a immatriculée. J'ai payé du carburant, des impôts, toutes les taxes. Donc c'est pas possible qu'aujourd'hui l'État ou un tribunal nous dise à nous, les conducteurs de diesel, qu'on ne peut pas rouler dans certaines zones. Si tu peux éviter les dessins animés pour ton enfant, c'est fantastique. Mais comme on le sait tous, il y a des moments critiques. Et dans ce cas-là, prends le temps de sélectionner le contenu. Ne l'habitue surtout pas à quelque chose comme Cocomelon, parce que ce truc n'est pas un dessin animé, c'est une drogue. C'est l'équivalent de la nicotine pour les bébés, avec des couleurs saturées au maximum, comme dans les casinos. Un des épisodes les plus regardés est intitulé « Non, non ». En gros, il apprend à l'enfant à ne pas écouter ses parents. Vous voyez le délire? On est sur un champ de bataille. Tout est toxique. Il n'y a pas d'histoire, pas de structure, juste des images saccadées et des chansons débiles. Des parents gays qui veulent mettre une jupe à leur petit garçon. Des caractères transgenres. Des princesses lesbiennes. Des petits poneys non-binaires. Des écoles recouvertes de drapeaux gays. Tous les visuels sont tordus et malsains pour pousser à la dysphorie. Donc oubliez Netflix Junior, Cocomelon ou Bob l'éponge. Vous croyez vraiment qu'une éponge et un calamar en forme de pénis qui hurlent avec des slips sur la tête et des voix en accéléré 3 fois, c'est bon pour le développement de votre enfant? Pas vraiment.
Mais le risque qu'ils deviennent autistes est très élevé. Donc il va falloir remonter dans le temps et montrer des dessins animés calmes, lents et détaillés. Mais dans tous les cas, vaut mieux éviter les écrans. Comment vous le définiriez, votre métier, professeur Joyeux? Moi, je dirais que c'est un métier extraordinaire qui vous met en permanence au contact avec de l'humain, sachant que cet humain est évolutif. Il est évolutif en âge, il est évolutif dans sa personnalité, et il est évolutif dans une société qui évolue. Donc, cet individu que vous devez soigner, qui vient vous voir, parce que pour ce qui me concerne, souvent, ce sont des problèmes de cancer, il est dans une situation sociale que vous devez, si vous voulez, prendre en compte, qui n'est pas celle d'il y a 20 ans, 30 ans ou deux siècles. Donc, il y a une adaptation qui est obligatoire, qui est la vôtre même, parce que vous êtes médecin, mais vous vous adaptez aussi au monde dans lequel vous êtes. Alors, ce qui est certain quand même, c'est que aujourd'hui, si je regarde la cancérologie, nous avons fait d'énormes progrès et nous ne cessons d'en faire, mais en même temps, nous avons de plus en plus de cancers. Là, il y a quand même une inquiétude et un rajeunissement des personnes atteintes. Ça veut dire, je faisais hier un webinaire sur les cancers du côlon et du rectum, l'augmentation de 100% de cancer du côlon et du rectum chez des personnes entre 30 et 35 ans. 100%. 30-35 ans. I would say I think the biggest concern is that some of these crops already have a pesticide in them. There's a certain crop called BT corn, and it has a BT gene. When the insects eat this corn, it makes their stomachs explode. And what I think is really interesting about this is that what it's doing is it's creating holes in the stomach lining of the bugs. And something that Americans are dealing with right now at really high rates is something called leaky gut syndrome, and that means that we're getting holes in the lining of our intestines. Why did we think that this would affect insects and not affect humans? That would be the $64,000 question here, so thank you, Courtney. Green Street, London. At 4 a.m. After chant rot.